soviets, c'est une création des masses, c'est une création populaire, c'est pas le parti bolchevique qui les a inventés. Et donc il s'agit simplement de faire en sorte qu'on arrive à trouver la jonction entre le mouvement spontané des masses, donc les soviets, et l'avant-garde qui va permettre aux soviets de se diriger vers le socialisme et non pas de se faire piéger par la société bourgeoise, comme c'était la tendance des soviets. En 1917, les soviets sont inventés par les masses, mais après, voilà, ne savent pas trop quoi faire. Et par exemple, ne vont pas droit au but, c'est-à-dire par exemple l'expropriation de la grande propriété foncière, la paix, toutes ces questions-là, ils tombent sous la coupe immédiatement des politiciens bourgeois qui veulent les rabattre vers la société capitaliste traditionnelle. Donc il faut les deux. Il faut le mouvement des masses et il faut aussi un parti révolutionnaire dirigé avec le centralisme démocratique. Ce centralisme démocratique, deux mots encore, qui n'est pas l'horreur qu'on nous présente. Le centralisme démocratique est d'ailleurs une invention française, au passage. Le centralisme démocratique a été inventé par les Jacobins, par le club des Jacobins. Ça veut dire que tout simplement, si vous voulez, dans une révolution, si les forces révolutionnaires ne centralisent pas leurs efforts et ne sont pas disciplinées, elles vont tout droit à la défaite et même à la déroute, et même à l'écrasement, en quelque sorte. Et il ne faut pas qu'elles s'éparpillent. Alors ça veut dire que démocratiquement, elles doivent discuter de tous les problèmes, mais une fois qu'on a discuté, qu'on a voté, tout le monde doit appliquer la décision prise, sinon, on ne peut pas se battre contre le capitalisme et on ne peut pas le battre. Sinon même, dans les partis socialistes, il y aura des tendances diverses et variées, et à partir de là, la bourgeoisie va choisir la tendance qui l'arrange. À tout instant, elle va favoriser un tel, elle va dire « Oh, Macron est très intéressant » au sein du Parti socialiste. Ou elle va dire « Oh, comme Rocard est moderne » et ainsi de suite. Et boum, tous les médias vont favoriser la tendance qui leur plaît, et qui est évidemment la plus à droite, généralement, au sein de la social-démocratie. Il faut par conséquent que le parti bolchevique, que le parti communiste, soit un parti organisé, ferme, discipliné, démocratiquement discipliné. Les deux ne s'opposent pas, c'est encore ce qu'on appelle la dialectique. Alors je vais essayer d'aller vite à partir de là, et dire que finalement, contrairement à ce que nous disent nos amis, entre guillemets, trotskistes, effectivement, les notions de front et notamment les notions de parti d'avant-garde ne s'opposent pas plus que ne s'oppose l'idée d'un large rassemblement populaire, éventuellement majoritaire, et l'idée que la classe ouvrière doit diriger le front en question. Souvent on nous dit à notre époque plus besoin de classe ouvrière, d'ailleurs elle est minoritaire, elle n'existe plus, aujourd'hui elle a disparu, etc. C'est vrai qu'elle a pris de grands coups dans la figure, les délocalisations et toute cette économie parasitaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais elle est là toujours. Il y a GMES, il y a Renault, il y a Peugeot, enfin tout ça, ça existe. Et il y a bien d'autres entreprises encore qui sont toujours là. Et c'est dans cette classe ouvrière qu'il y a encore la conscience de classe la plus avancée. Je vous en donne une preuve directe. Sur les questions, par exemple, de la Constitution européenne, en 2005, on a fait les statistiques. Et qui a le plus voté non? Eh bien, figurez-vous que les ouvriers ont voté non à 79%. Bon, donc, si vous voulez, et de loin, c'était eux les plus conscients de ce que c'était réellement que cette construction européenne, complètement impérialiste, était mise en place. Et alors que, si vous voulez, plus vous montez dans la hiérarchie sociale, et plus ça votait oui, si vous voulez. Donc, cette classe, et ce n'est pas pour rien, c'est la plus avancée, parce que c'est la seule que tout le monde exploite, et c'est la seule qui n'exploite personne. Donc, c'est celle qui a le plus intérêt au changement, alors que les couches intermédiaires ont à perdre, ont à gagner dans le socialisme, souvent, en dignité, en capacité de développement personnel, etc., mais ont à perdre aussi, souvent, en termes d'avantages matériels, et ainsi de suite. La classe ouvrière, elle, a à gagner le socialisme. Elle a mené jusqu'au bout ce combat qui fera disparaître les classes sociales, puisque quand il n'y aura plus de classe sociale, effectivement, eh bien, c'est évidemment les classes les plus exposées, les plus exploitées, qui auront le plus gagné. Est-ce que ça veut dire que la classe ouvrière va l'emporter toute seule? Nullement, nullement, et c'est la grande différence qu'il y aura plus tard avec les conceptions trotskistes. Par exemple, avant la Révolution d'octobre, les partisans de Trotsky développaient l'idée du gouvernement ouvrier. Il faut un gouvernement ouvrier. Ce n'était pas la position de Lénine. Lénine disait, dès avant la Révolution d'octobre, qu'il fallait un gouvernement ouvrier et paysan. Et la faucille et le marteau, qui est l'emblème mondial du communisme, c'est bien l'emblème d'une alliance de classe, qui est aujourd'hui plus nécessaire que jamais, si vous pensez simplement qu'à notre époque encore, eh bien, les ouvriers et les paysans sont la majorité absolue de l'humanité, sans parler naturellement des pays comme les nôtres.
Dans ce front, il faut que la classe ouvrière garde le rôle dirigeant. Ça ne veut pas dire qu'elle va faire marcher les autres à coups de pied au derrière. Ça veut dire que c'est elle qui fixe le cap. C'est elle qui est la plus consciente grâce à son parti de classe. Et à partir de là, qu'il peut à chaque étape tirer pour aller plus loin et pour avancer pas à pas vers la liquidation des classes sociales, vers la société sans classe qui définit le communisme selon Marx. Ça, c'est pas une invention de Lénine. Et enfin, je termine par un mot qui me paraît très important. C'est la question notamment de la nation et des nations, que les trotskistes ou souvent les sociodémocrates ont complètement négligé. Au prétexte que le manifeste communiste se termine par la phrase célèbre, toujours juste, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, et que quelque part, il est dit, les prolétaires n'ont pas de patrie, mais on oublie le reste de la citation, la phrase dans laquelle cette citation est faite, eh bien, on nous dit, bon, à notre époque, eh bien, liquidons complètement toutes les luttes pour l'indépendance nationale, tout ça c'est réac, tout ça c'est foutu, tout ça c'est nationaliste, etc. Et là on manque un truc géant, qui est la lutte contre l'impérialisme. Si à notre époque l'impérialisme, c'est le capitalisme qui non seulement exploite la classe ouvrière de son propre pays, mais tente à exploiter les classes ouvrières des autres pays, ça veut dire effectivement que la question de l'oppression nationale va devenir importante, très importante. Et ce n'est pas pour rien qu'à l'initiative de Lénine, lorsque l'internationale communiste sera créée, eh bien, le slogan de Marx sera complété. Vous voyez bien que donc Lénine apporte quelque chose et que ça ne sera plus seulement prolétaires de tous les pays, unissez-vous, mais prolétaires de tous les pays, peuples opprimés du monde entier, unissez-vous. Donc ici, l'exploitation et l'oppression. L'exploitation économique, l'oppression nationale. Peut-être, d'ailleurs, à notre époque, devrait-on ajouter quelques autres wagons. Mais en tout cas, ces deux-là n'ont pas disparu, que je sache. Et même pour un pays comme la France, où vous voyez bien aujourd'hui, tout est liquidé des forces productives traditionnelles, petit à petit, on ferme tout. Hein. La paysannerie est en pleine liquidation. Si vous voulez, les services publics créés par la Libération sont liquidés. Même la langue française est en grave danger. Si vous regardez les choses de près, avec Macron, c'est encore plus vrai, devant cette espèce de tout anglais managérial qui est imposé à l'échelle du monde, ces questions-là se posent. Naturellement, il ne faut pas céder au nationalisme. Ça, c'est autre chose. Le nationalisme, c'est se mettre derrière la bourgeoisie nationale. Là, il s'agit tout au contraire de faire, comme l'ont fait d'ailleurs les militants du Parti communiste français contre Hitler, de prendre la tête de la lutte nationale contre le fascisme, contre l'impérialisme, et ainsi de suite. Alors, cela étant, il y a aussi, je n'ai pas le temps de le développer, vous comprenez pourquoi, une dimension philosophique au léninisme, une dimension tout à fait centrale. Lénine est un philosophe, à sa façon. Ce n'est pas un philosophe professionnel, mais c'est un philosophe important. Il se heurte, en quelque sorte, à l'époque, à toute une noria de théoriciens qui nous disent qu'avec la nouvelle physique, avec la physique qui est en train d'émerger au début du XXe siècle, avec des gens comme Poincaré et bientôt Einstein, etc. Einstein, c'est 1905, par exemple. Eh bien, le matérialisme est mort. Il faut liquider le vieux matérialisme de Marx et d'Engels, et avant Marx et Engels, celui de Diderot, celui de Lucrèce, celui d'Épicure. Eh bien non, nous dit Lénine, et Lénine va ici faire un travail très important dans un livre qui s'appelle Matérialisme et empiriocréticisme, sur les notions de forme et de matière. Il va montrer que, bien sûr, la conception que nous devons nous faire de la matière à notre époque est beaucoup plus riche, beaucoup plus large, beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était au XIXe siècle, où on avait affaire qu'à une physique encore mécaniste. Vous voyez, où ce qui régnait en maître, c'était la physique mécaniste, issue en gros de Descartes, de Newton, et ainsi de suite, avec d'ailleurs d'immenses mérites, disons, culturels. Là, évidemment, nous avons affaire à quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus intense, beaucoup plus divers, en quelque sorte, mais nous fait remarquer Lénine, ce n'est pas la matière qui disparaît pour autant, et par conséquent, ce n'est pas le matérialisme, c'est plutôt une forme de matérialisme qui disparaît, et il faut donc qu'une nouvelle forme de matérialisme émerge, une forme faisant sa place notamment aux notions de temps, d'espace, d'énergie, etc., qui sont aujourd'hui tout à fait centrales. Bon, je ne peux pas développer. Mais en tout cas, si vous voulez, quand on étudie Lénine de près, y compris sur ces questions de la physique, de la biologie, et même aujourd'hui de la cosmologie, de l'astrophysique, et ainsi de suite, on a des armes pour combattre, disons, en gros, le créationnisme contemporain
qui nous dit tout le temps le matérialisme c'est vieillot, la matière c'est dépassé, ça n'existe plus, etc., etc., et qui finalement nous fait tomber dans les conceptions magiques, parce que si la matière n'existe plus, si le créationnisme a raison, eh bien à partir de là, vous comprenez bien que, si vous voulez, dès qu'on ne pense plus à quelque chose, cette chose disparaît. Abracadabra, hop, a plus. Hein. Et donc, en définitive, on fait régner les conceptions les plus réactionnaires en la matière. Malheureusement, je ne peux pas développer, je suis obligé, pour ceux qui connaissent un peu le problème, de passer très vite sur ces questions. Alors moi, je finis, si vous voulez bien, sur la question de savoir un petit peu ce que pourrait être le léninisme dans les conditions d'aujourd'hui. Je ne peux pas, bien sûr, faute de temps, développer très largement. J'insisterai sur quelques points. Sur quelques points où il me semble qu'il est nécessaire, dans la lignée de Marx, dans la lignée d'Engels et de Lénine, et d'aller donc dans ce même fil rouge, donc de dire certaines choses nouvelles. D'abord, je commenterai un slogan qui est celui de Che Guevara et celui de Fidel Castro, qui est « le socialisme ou la mort ». Pendant très longtemps, les discours de Fidel ou du Che sur la place centrale de la Havane se terminaient par « patria o muerte, socialismo o morir, venceremos ». Bon, alors on y voit toujours uniquement le côté héroïque, c'est-à-dire on est prêt à mourir pour le socialisme, on est prêt à mourir contre le capitalisme et ainsi de suite. Ce n'est pas tout, ce n'est même peut-être pas l'essentiel à notre époque. À notre époque, il faut entendre une autre dimension, me semble-t-il, c'est que vous n'avez qu'à regarder Donald Trump, qui incarne bien ici tout ce que le capitalisme est capable de faire de pire. Le capitalisme actuel est ainsi fait que, si on regarde bien les choses, si on les prolonge un tant soit peu comme on fait avec une asymptote en mathématiques, on s'aperçoit qu'il est incompatible tout bonnement avec la survie de l'humanité au XXIe ou au XXIIe siècle. C'est ce que j'ai résumé dans en pastichant une phrase de Lénine. Lénine disait « l'impérialisme est le stade suprême du capitalisme ». J'ajouterai l'idée que l'exterminisme, c'est-à-dire la capacité de détruire l'humanité pour faire régner le profit, de faire en sorte que le profit, le profit maximal, etc., domine, cette capacité-là est telle qu'elle met en danger l'humanité, que par conséquent, à notre époque, la victoire sur l'impérialisme et le socialisme est une question de vie ou de mort pour l'humanité. Plus simplement une question de justice sociale, si vous voulez, mais carrément une question de vie ou de mort. Et ça, c'est une dimension que Marx n'avait pu qu'entrevoir à son époque, évidemment, Lénine aussi, mais que nous voyons encore plus fortement, c'est la dimension environnementale. Déjà dans le Capital, Marx disait quelque chose de très fort. Il disait le capitalisme ne développe la richesse qu'en détruisant ses deux sources, la terre et le travailleur. Autrement dit, chez Marx, il y a déjà la conscience que le capitalisme est un système extrêmement dangereux pour la nature, pour l'homme, mais pour la nature aussi. Et bon, aujourd'hui, je crois qu'avec l'annulation de l'accord de Paris, qu'on pourrait critiquer, mais enfin bon, ce qui est important ici, c'est de voir la tendance de Trump et compagnie, on voit bien que le capital est prêt véritablement à une politique de destruction générale. À courte vue, c'est un système court-termiste par excellence, le profit maximal avant tout, et puis arrive ce qui pourra arriver. Donc ici, véritablement, socialisme homorisme, il ne faut pas seulement l'entendre comme l'entendait peut-être le Che en 1959, si vous voulez, c'est-à-dire soyons prêts à mourir pour le socialisme et pour battre le capitalisme. Il faut l'entendre comme si nous n'arrivons pas au XXIe siècle à instaurer une société sans classe, eh bien l'humanité court le risque d'une décadence totale et peut-être même d'une extinction. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai pour ma part développé un petit peu avec le PRCF, c'est la question du lien entre patriotisme et internationalisme. La conception marxiste ne tombe pas dans le panneau qu'on nous tend sans arrêt et qui aboutit directement au deuxième tour de l'élection présidentielle française, avec d'un côté l'internationalisme Macron et de l'autre le nationalisme le péniste. C'est pas ou internationalisme des multinationales ou nationalisme raciste. Ça, c'est la conception de la bourgeoisie. Nous, qui sommes marxistes, pour certains en tout cas ici, eh bien nous voyons les choses non pas en termes abstraits, internationalisme ou patriotisme, mais en termes de classe, car nous sommes matérialistes. Et nous posons la petite question embarrassante, internationalisme pour qui? Patriotisme pour qui? Le nationalisme réactionnaire, versaillais, vichiste, OAS, de Le Pen, évidemment, nous le combattrons tous ici, je pense, enfin en tout cas je l'espère,
autant que nous pourrons, je vais dire jusqu'à la mort, mais je ne peux pas prévoir ce que chacun fera. Hein. De même que l'internationalisme des multinationales, des transnationales, et derrière, par exemple, l'Union européenne de Maastricht, le TAFTA, le CETA, et tous ces trucs-là, évidemment, ce n'est pas notre internationalisme, c'est leur internationalisme. Et les deux marchent ensemble, puisque l'Union européenne va très bien de pair, par exemple, cette construction européenne, avec la montée partout des extrêmes droites. Ils se compensent mutuellement, c'est un système à deux têtes, en quelque sorte. Et on l'a bien vu au deuxième tour des élections, Marine Le Pen est idéalement faite pour faire élire Macron, Macron est idéalement fait pour développer le Front National, et ainsi de suite, et éliminer l'alternative révolutionnaire. Nous devons au contraire partir d'une analyse de classe, et tout à la fois donc développer un patriotisme républicain, un patriotisme progressiste, qui bien entendu intègre les travailleurs immigrés, et ainsi de suite. Le PRCF a l'honneur d'être présidé par Léon Landini, qui était pendant la guerre officier des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, hein, donc des gens qui se sont battus pour la France, et qui en même temps, bien évidemment, vous pouvez vous en douter, n'étaient ni des fascistes, son père était un antifasciste italien, et donc c'est ce patriotisme-là que nous voulons faire vivre. Parce qu'évidemment, si on laisse liquider la classe ouvrière française, par exemple, produire en France, on ne pourra pas faire le socialisme. Donc il est tout à fait indispensable de défendre la capacité pour les Français, hein, pour les travailleurs de France, disons-le plutôt comme ça, puisqu'il y a aussi parmi eux des gens qui n'ont pas la nationalité française, eh bien, de vivre de leur travail. Pareil pour les paysans, hein, pareil pour les techniciens, pareil pour les ingénieurs. Bon, sinon le pays n'existe plus au bout d'un certain temps. Et en même temps, internationalisme prolétarien. Non pas internationalisme en général, mais prolétarien. C'est-à-dire qu'il faudrait réfléchir à la possibilité d'une nouvelle internationale communiste, ou en tout cas d'un mouvement communiste international. Ça se discute, c'est une question difficile. Mais bon, pourquoi les capitalistes seraient-ils tous organisés à l'échelle mondiale, hein, avec des sommets ceci et des sommets cela, l'OMC, le FMI, etc., alors que les communistes ne seraient pas, eux, organisés à l'échelle internationale? C'est quand même un comble. Donc les deux peuvent être parfaitement liés. Enfin, dernière chose, si vous voulez, il me semble que dans la situation actuelle, où dans notre pays, on va tout droit vers la liquidation de ce qui subsiste de l'organisation qui s'appelle encore Parti communiste français, puisqu'on débat dans ce parti de l'abandon même du nom du parti, il est tout à fait indispensable de travailler à la renaissance d'un véritable parti communiste. On peut avoir des conceptions différentes là-dessus, tout ça c'est ouvert au débat. Aujourd'hui, ce n'est pas une réunion d'organisation du PRCF, bien évidemment, mais en tout cas sur le principe. Sur le principe, un pays dans lequel il n'y a plus de parti communiste d'avant-garde lié à la classe ouvrière, produisant une analyse marxiste-léniniste et la mettant à la disposition pour la faire débattre dans les masses de sa position, de sa politique, est un pays dans lequel les masses populaires ne peuvent être que battues et rebattues, si vous voulez. Et nous le voyons, tant que dans ce pays il y a eu un parti communiste qui se réclamait du léninisme, il y a eu des acquis, on n'a pas fait le socialisme, c'est vrai, on n'y est pas arrivé. Mais bon, excusez du peu par rapport aux acquis du Front populaire, par rapport aux acquis de 1945, que nous sommes en train de défendre, la sécurité sociale, les retraites par répartition, le statut de la fonction publique, les conventions collectives de branche, le code du travail, j'en oublie les comités d'entreprise, la création d'EDF, la nationalisation de Renault, le statut des mineurs, etc. etc. Excusez du peu, voilà tout ce qui est en train d'être cassé aujourd'hui. Donc, si vous voulez, l'expérience le montre, et elle le montre aussi au niveau mondial. L'Union soviétique avait bien des défauts, et on pourrait évidemment se demander ce qui n'a pas marché, ce n'est pas le sujet du jour à l'Union soviétique, et ce qui a permis la contre-révolution que nous voyons actuellement. Mais en tout cas, tout le monde peut constater que depuis que l'Union soviétique est détruite, eh bien, c'est table ouverte pour le capitalisme mondial. C'est la possibilité pour lui de disposer d'un rapport des forces qui est extrêmement positif pour lui. Et que par conséquent, bon, c'est un fait d'expérience, c'est pas un dogme communiste que de dire que l'Union soviétique était bel et bien un rempart avec le camp socialiste pour le monde du travail. Au sens large du terme, toute cette expérience qui est sortie de la révolution d'octobre 1917, avec, y compris la révolution chinoise, y compris la révolution vietnamienne, la révolution cubaine, les différentes de libération qui ont eu lieu dans toutes sortes de pays, de l'Indonésie à l'Amérique du Sud et ainsi de suite. Tout ça est sorti de la révolution d'octobre, pour une large part.
qui elle-même avait un lien direct, Lénine n'a cessé de l'affirmer, avec la Commune de Paris, et à travers la Commune de Paris, avec la phase la plus révolutionnaire de la Révolution française, avec la phase robespierriste, enfin la phase jacobine. C'est tout ça qu'ils veulent liquider aujourd'hui. Et c'est tout ça que, avec l'esprit critique, il ne s'agit pas de dire qu'on va sanctifier tout ce qui a été fait, il faut faire un inventaire naturellement, mais c'est tout ça qu'il nous faut défendre, parce que sinon, tout bonnement, eh bien, en jetant le bébé avec l'eau du bain, nous serons nous-mêmes écrasés. Voilà, donc il ne s'agit pas de défendre Lénine ou la Révolution d'octobre. Lénine est mort, bon, voilà, nous ne sommes pas ici, pour la plupart en tout cas, des croyants. Hein. Donc nous ne défendons pas un mort, nous défendons un vivant. Nous défendons qui? Eh bien, nous défendons avec le léninisme, avec la Révolution d'octobre, avec toutes ces notions-là, en prenant le meilleur pour pouvoir prolonger le combat dans les conditions de notre époque et de notre pays, avec l'idée que, plus que jamais, le monde a besoin d'une révolution. Je termine par une phrase de Georges Dimitrov, qui a été le grand secrétaire général de l'Internationale communiste en 1937, qui avait confondu Göring lors d'un grand procès historique, puisqu'on avait les nazis avaient tenté d'accuser les communistes d'avoir mis le feu au Reichstag, et ils avaient emprisonné Dimitrov. Dimitrov avait réussi à ridiculiser Göring devant le tribunal. Et devant le tribunal, Dimitrov donc a dit ceci: les contre-révolutions, en parlant nazi, les contre-révolutions sont des parenthèses de l'histoire, l'avenir appartient aux révolutionnaires. Bon, eh bien, ayons la patience et aussi la combativité de faire vivre cette phrase. Voilà.